Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 15 mars 2021 et nous allons faire notre traditionnel point hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur 10 graphiques à connaître, 10 graphiques à surveiller, notamment l'indice mondial par rapport au PIB, un graphique qui représente le quantitative easing, le QE cumulé de la Réserve fédérale, la BCE, la BOJ. Nous allons parler du Bubble Index, de l'inflation, de la politique monétaire en Chine, des junk bonds. Nous allons très rapidement aborder GameStop et terminer par le minerai de fer. Mais avant cela, une petite comparaison avec ce que nous avions dit la semaine dernière concernant le Nasdaq. Nous allons voir où nous en sommes par rapport à la semaine dernière. Nous allons parler de la BCE car nous avons pris connaissance de sa décision. Nous allons d'abord enchaîner par le traditionnel rappel légal. Nous pouvons donc commencer. Que s'est-il passé la semaine dernière sur les marchés? Comparaison par rapport à la situation actuelle. Nous avions abordé cette fameuse structure d'overbalance. On avait émis l'hypothèse que le Nasdaq pourrait reproduire la même amplitude de repli que celle-ci, encadrée en jaune. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. On a rebondi sur la borne inférieure de la structure overbalance. On est reparti à la hausse. Alors, donc, ce qui a permis de renforcer le sentiment, c'est justement le plan de relance c'est officiel, hein, les chèques sont envoyés ou seront envoyés dans les 2 prochaines semaines et les ménages américains recevront 200 milliards de dollars très bientôt. Et Wall Street s'attend à ce qu'une partie de ces fonds justement finissent sur les marchés actions. On en a même parlé pendant la vidéo de vendredi, la vidéo concernant GameStop, notamment cette étude de la Deutsche Bank qui a annoncé qu'une grande partie comptait investir justement leur chèque de leur relance, 40% de leurs fonds sur le marché actions. Et on s'attendait justement à une reprise haussière sur GameStop et toutes ces actions qui sont visées par la communauté Reddit. Et c'est justement ce qui a permis de renforcer le sentiment de marché. J'aimerais faire une petite parenthèse avec Ishimoku, car nous l'avons suivi très près le Nasdaq avec Ishimoku. Et c'est la lag Inspan qui nous a intéressé au cours de la semaine dernière, qui a, en rebondissant sur son nuage, ce qui nous a permis de limiter le repli ici. Et par la suite, hein, on a refusé de franchir la Kijun, ce qui a limité la hausse à ce niveau-là. Cependant, d'un point de vue intraday, prudence, on a peut-être la formation d'une figure en épaule tête-épaule avec la ligne de coup en orange. D'ailleurs, une telle figure est également visible sur le DAX. Devant vous, le DAX en donné H1. Il faudrait vraiment sortir du nuage et franchir le sommet de l'épaule droite pour invalider cette figure. Donc d'un point de vue intraday, prudence tout de même, mais on se souvient de ce graphique Ishimoku qui nous avait permis d'accompagner les fluctuations du Nasdaq en journalier. Et donc ce qui nous avait permis de détailler les mouvements du Nasdaq. Mais nous avions déjà lundi parlé de cette éventualité d'un rebond. C'est exactement ce qui s'est passé. Et donc on attend les chèques de relance. Dès qu'ils seront là, les investisseurs devraient se ruer sur le marché action, ce qu'on appelle le front-running, en tentant ainsi d'être les premiers à bord. On passe à présent à la BCE. La BCE qui a annoncé l'accélération du rythme du QE. Alors nous avions également abordé jeudi en Good Morning Market les différents scénarios concernant la BCE. Celui qui a été retenu, ça a été l'accélération du rythme du QE, mais tout en restant flexible en termes de programme d'achat d'actifs, 70 à 120 milliards d'euros par mois. L'année dernière, la moyenne était de 100 milliards d'euros par mois et la BCE a acheté un peu plus de 80 milliards d'euros par mois en janvier et février. Alors il faut savoir qu'un rythme supérieur à 100 milliards d'euros par mois pourrait suffire à empêcher le rendement d'augmenter, mais seulement si l'inflation justement reste inférieure à l'objectif fixé par la BCE. Pour l'instant, la réaction du marché a été modérée, et cette semaine d'ailleurs, mercredi, ce sera au tour de la Réserve fédérale américaine. Le marché veut savoir si la Réserve fédérale américaine laissera les rendements du marché obligataire monter ou non. En tout cas, la BCE l'avait fait, a montré qu'elle ne le laisserait pas. Il y a eu une première partie de rhétorique. Cette fois-ci, cette partie, c'était de l'action et c'est ce qu'attendait le marché. On passe à présent au focus de la semaine. Les 10 graphiques que nous allons survoler, des graphiques qui nous permettent d'avoir une idée précise de l'état des marchés actuellement, mais des graphiques également que nous pourrons suivre petit à petit lors des points hebdomadaires pour voir où nous en sommes. Tout d'abord, ce premier graphique, on a l'habitude de le voir, ce graphique, et habituellement, c'est par rapport à l'économie américaine. L'économie américaine par rapport au PIB.
Cette fois-ci, ça va être l'économie mondiale. Donc les marchés boursiers mondiaux face à l'économie mondiale, hein. C'est le MSCI World Market Cap par rapport au PIB. Donc, ce que l'on peut voir, la conclusion d'ailleurs est pareille, hein, que pour, l'économie américaine. Les marchés boursiers, sont très chers, hein, d'un point de vue, historique et de très loin. On a franchi cette fameuse, déviation de 2, cet écart de 2. Ici, on retrouve la moyenne sur 25 ans. On est très loin de cette moyenne sur 25 ans et il faudra noter que même après le repli, hein, de justement suite au covid, on était toujours très loin de cette moyenne à 25 ans. Et donc maintenant, la question est de savoir est-ce qu'on va aller vers, est-ce que cela va s'étendre, ça va devenir une certaine normalité, ou bien est-ce qu'il va y avoir un retour vers cette standard déviation à 2%. Ça ressemble un peu aux bandes de Bollinger, hein. Vous savez, vous avez plus 2 ou moins écart, plus 2 ou moins 2 écarts types, et au milieu, vous avez la moyenne. C'est exactement la même chose. Concrètement, on a largement franchi la borne supérieure et on est en train de s'en éloigner. Voilà pour le premier graphique, indice mondial par rapport au PIB. On passe au quantitative easing cette fois-ci cumulé, Réserve fédérale américaine, BCE et BOJ. Et bon, on se rappelle que l'année dernière, on a été inondé de liquidités et l'accélération du Q à la BCE veut dire qu'on aura davantage de liquidités qu'au second semestre 2020. En plus de ça, on aura des gouvernements avec des besoins d'emprunt très élevé. Donc voilà pour cette tendance, voilà quelque chose qui sera crucial pour les semaines à venir notamment à quelques jours, hein, de la décision de la Réserve fédérale américaine. On passe à présent au Bubble Index, quelque chose également de très intéressant. C'est composé du 10 ans, du Gold, du S&P et du Nasdaq. Et ici, hein, on voit clairement l'action banque centrale, l'impact de l'action des banques centrales, hein, sur ce Bubble Index. Alors, on compare très souvent la situation actuelle avec celle de la bulle Internet des années 2000, mais on est nettement au-dessus, hein. Pourquoi? Tout d'abord, il faut savoir qu'on a des cours de l'or extrêmement élevés, mais également des obligations qui étaient beaucoup plus faibles à cette époque-là. Donc, ça pourrait expliquer quelque peu cette différence. Mais on peut noter tout de même, hein, une petite similitude dans la formation à l'heure actuelle. On le voit ici, hein, si je pouvais encadrer, je l'aurais fait, mais si on venait comparer cette formation à celle-ci, il y a tout de même des petites similitudes. Alors, notez que c'est un graphique qui n'est pas en termes nominaux, c'est plutôt une relation entre les prix et le PIB. Et bien entendu, malgré la récente flambée des rendements américains, cet indice n'a pas chuté. On passe à présent à l'inflation qui est très importante, l'inflation qui a dominé les marchés dernièrement. Alors, les banques centrales effectivement suggèrent que cette inflation pourrait être plus élevée, mais il faut garder à l'esprit qu'on a tout de même ce qui entre en jeu également, ce sont les matières premières. Il faut garder en tête, hein, qu'une inflation plus élevée pourrait forcer les banques centrales à resserrer leur politique monétaire. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit en Chine, c'est pour ça que l'on va en parler. Cela pourrait entraîner une certaine panique sur les marchés. Mais sur ce graphique, l'inflation qui est représentée prend en compte justement les matières premières. On a le pétrole ici, on le voit que le pétrole a un fort impact justement sur cette mesure de l'inflation. Donc c'est un peu plus compliqué que cela et les matières premières ont un gros impact sur cette mesure. On passe à présent sur les différents les scénarios inflationnistes aux États-Unis. Et ici, la Réserve fédérale américaine s'est basée sur un scénario passé sur 2003-2004 et 2010-2012. Car donc à ce moment-là, lors de la reprise économique, il n'y avait pas eu une tendance, il n'y avait pas eu de réelle inflation. Et c'est sur cela que mise la Réserve fédérale américaine. C'est sur une reproduction de ce scénario passé. Mais nous l'avons déjà dit, hein, précédemment, à la réouverture des économies et à cause des différentes relances, cela pourrait permettre aux entreprises de répercuter une partie de leurs coûts et donc cela pourrait nourrir justement l'inflation. C'est ce qui pourrait se produire, hein. On atteste les ventes de détail dernièrement aux États-Unis. Ces chèques de relance permettent de relancer les ventes au détail et nourrissent l'inflation indirectement, ce qui pourrait permettre aux entreprises de répercuter leurs nouveaux coûts, leurs coûts plus élevés sur les consommateurs.
Et donc l'inflation moyenne de 2005 à mi-2008 pardon, impliquerait que l'IPC de base soit supérieur à 2,5 et reste au-dessus, de ce niveau. Alors, donc il faudra noter également que l'inflation devrait, augmenter au printemps à cause de l'effet de base justement, mais la question que l'on se pose, c'est à quel niveau elle va se stabiliser, à quel niveau elle va, se maintenir, à long terme. On retrouve ici, le corps CPI, les 2 scénarios. Nous avons le scénario le plus pessimiste avec un niveau aux alentours des 2,5 et nous avons le scénario le plus, optimiste aux alentours des 1,70. Et la réelle question, c'est quel scénario, lequel de ces 2-là va se répercuter, va se, comment dire, se réaliser. Si les entreprises arrivent à répercuter leurs coûts sur les consommateurs, ce sera le plus pessimiste qui devrait donc voir le jour. On passe à présent au resserrement de la politique monétaire en Chine qui pénalise son marché boursier. On en a parlé ce matin. Justement, c'est pour cela que les indices chinois se sont repliés et ont perdu plus de 1%. C'est justement ces craintes-là qui pèsent en Chine. Alors la Chine qui fait des choix tout de même qui restent stratégiques et qui sont très judicieux par rapport aux pays, occidentaux. Certes, ça entraîne un repli des actions, mais sur le long terme, ça devrait, payer. Et donc, nous avons eu un resserrement depuis, la reprise du commerce et la stabilisation de la situation intérieure du pays, donc voici, les conséquences. On le voit ici, un repli, des valeurs, chinoises, un léger repli pour le moment, une partie des hausses, qui a déjà été effacée et visiblement, hein, cela nous montre encore une fois à quel point le marché boursier est, dépendant de la politique monétaire. Nous allons parler de la dette, toxique, hein, on s'en éloigne. Alors, au début, on se ruait dessus, on se ruait vers, cette dette, toxique et effectivement, cette décision qui a été très controversée de la Réserve fédérale américaine en mars 2020, d'acheter, des high yield, des junk bonds, nous a permis, hein, donc c'est ce qui, explique ici cette hausse considérable. On voit qu'on est en train, de s'en, détourner. On se détourne de ces obligations high yield depuis l'été 2020, le mois d'août très exactement, lorsque les rendements du Trésor américain ont commencé à se, redresser. Et donc la baisse est en train de s'accentuer davantage avec cette hausse continue des rendements, américains. Et c'est bien le plus, vulnérable, le plus sensible à la hausse, du 10 ans américain. Ce sont ces high yield, qui se replient avec la hausse du 10 ans américain notamment, des rendements américains d'une manière générale. Alors à présent, on reste sur les junk bonds, on va parler de la divergence du S&P 500 avec les junk bonds. On peut la voir à l'heure actuelle, hein. On peut les retrouver, hein, sur la plateforme Xstation 5, gnk.es ou bien pour les high yield, hyg.us qui sont corrélés avec le S&P 500. Le S&P 500 que l'on retrouvera ici en jaune, les junk que l'on retrouve en bleu et les high yield que l'on retrouve ici en vert. De manière traditionnelle en vert et rouge. Vert lorsque c'est haussier, rouge quand c'est baissier. On voit qu'il y a une réelle divergence à présent entre le S&P 500 et les high yield et les junk bonds. Mais bon, c'est un facteur de risque pour les actions, mais il faut noter qu'on peut avoir des écarts. C'est une corrélation qui n'est pas fixe, mais c'est quand même un signal d'alerte, cette divergence entre le S&P 500 et le high yield. Une autre chose, à garder sous surveillance et ça nous l'avons appris, depuis la fin, janvier, début, février, hein, justement c'est GameStop et ces, traders, particuliers. Alors, cette frénésie a fait son grand retour la semaine dernière lorsque GameStop a annoncé qu'elle allait faire son virage stratégique vers le e-commerce, justement ce qui a créé donc un engouement vers GameStop à nouveau, hein. Nous avons fait une vidéo vendredi après-midi, n'hésitez pas à la consulter et donc mercredi, GameStop était la société du Russell 2000 la plus négociée avec le plus gros turnover et représentait 30% de ce turnover du Russell 2000, ce qui a permis au Russell 2000 de largement se redresser et actuellement sur des records historiques. Donc attention à cela également, c'est un phénomène qui devrait être de retour à la fin du mois de mars quand les Américains auront reçu leur chèque de relance. Alors on passe à présent sur le dernier graphique, le minerai de fer, et on voit un net retrait du minerai de fer et ce retrait est dû au déstockage
par la Chine, un déstockage en Chine du minerai de fer, ce qui vient, ce qui, laisse le doute, justement sur, la reprise économique. Cette reprise économique pourrait être moins vigoureuse, hein, pour, les économies les plus, avancées et ça, c'est un réel signal d'alerte. Ce déstockage par la Chine du minerai de fer qui entraîne un retrait, une baisse des cotations du minerai de fer. Donc vous l'aurez vu, il y a tout de même pas mal de signal d'alerte, hein. Ça fait depuis, nous avons vécu à l'heure actuelle sur le marché boursier un an de rebond, donc il était temps, de faire le point et la situation à l'heure actuelle reste quelque peu alarmante. Après un an de rebond depuis le repli considérable qui a fait suite à la propagation de la pandémie de coronavirus. Donc voilà pour ces 10 graphiques. Alors certainement, alors j'ai voulu également ajouter, mais bon, j'aurais pu en ajouter 10 autres, hein, éventuellement. Il y a aussi le ratio put-call, on en a également pas mal parlé, mais nous allons nous contenter de cela pour aujourd'hui. On passe à présent aux événements de cette semaine, et cette semaine sera dominée par les banquiers centraux. On aura la décision de la Réserve fédérale américaine, c'est l'événement le plus important de la semaine, mercredi 20 h. Et on attendra également les projections macroéconomiques avec 30 minutes plus tard la conférence de Jérôme Powell. Et donc, malgré les efforts récents de la Fed et la baisse de l'inflation sous-jacente, on n'a pas réussi. Jérôme Powell n'a pas réussi à interrompre justement le sell-off du marché obligataire. Et les marchés sont tout de même certains que la Réserve fédérale américaine va persister dans ce sens-là, va continuer, va redoubler d'efforts pour le faire. Et toute allusion à la mise en œuvre du contrôle de la courbe des taux, hein, je vous rappelle, la YCC, on en a parlé jeudi matin au Good Morning Market lorsqu'on a abordé les différentes options, les différentes cartouches qu'avait en main la Banque Centrale Européenne. Et ça, ce serait une réelle bombe, hein, si la Réserve fédérale américaine venait à faire allusion à cette contrôle de la courbe des taux. Donc, événement de la semaine, ce sera ce mercredi à partir de 20 h et on attendra bien entendu ce qui aura le plus d'impact, ce sera cette fameuse conférence de presse de Jérôme Powell à partir de 20 h 30. Il y aura également les ventes au détail aux États-Unis. Souvenez-vous, là, le mois dernier, ça a été une réelle surprise. Les deuxièmes chèques de relance de 600 dollars qui avaient été versés à la fin décembre avaient permis une explosion à hauteur de 5,3% des ventes en détail en janvier. Et donc en glissement annuel, c'était une hausse de 7,40%. Mais il y a eu des aléas climatiques, hein. Souvenez-vous, la vague de froid aux États-Unis, un manque de stock qui aurait pu empêcher une progression plus conséquente que ce qu'on avait vu en janvier. Donc prudence, hein, tout de même pour le mois de février. Et donc ils ne reflèteront pas ces nouveaux chèques qui viennent d'être envoyés, hein, alors que ceux de janvier reflétaient les chèques qui avaient été reçus en décembre. Donc attention à une déception à ce niveau-là, mais les ventes de détail, on en a parlé tout à l'heure, voilà justement le graphique et cette explosion à hauteur de 5,3% qui avait d'ailleurs alimenté les craintes inflationnistes, parce que justement cela permet aux entreprises de répercuter leurs coûts sur les consommateurs. On aura la décision de la Banque d'Angleterre et de la BOJ. Banque d'Angleterre jeudi, BOJ vendredi. La BOE tout d'abord, la Banque d'Angleterre qui devrait laisser sa politique monétaire inchangée. Mais on sera très attentif à tout commentaire concernant l'impact de la pandémie et du Brexit sur les perspectives de croissance économique et l'impact des pressions inflationnistes sur la politique future de la Banque centrale, notamment l'introduction de taux négatifs. Ici, on le voit, nous avons le PMI avec les changements donc, du taux de la BOE. Et donc bien entendu, hein, après cette décision, on abordera le GBP, un GBP qui pourrait continuer à progresser. Dans le cas de la Banque du Japon, alors là, tout l'enjeu sera de savoir si la BOJ va modifier son programme d'achat d'actifs. À cause de la hausse de ses rendements obligataires justement. Alors on pourrait élargir les marges de contrôle, les bornes de contrôle de la courbe des taux lors de la prochaine réunion de politique monétaire. Mais avant ça, la BOJ a insisté sur le fait que les taux d'intérêt à long terme devraient rester à des niveaux bas afin de soutenir la reprise économique liée justement à la pandémie de coronavirus. Donc voilà pour ce point hebdomadaire. Nous avons vu 10 graphiques, nous avons
donc pris un petit peu d'avance sur ce qui nous attend sur cette semaine qui sera dominée par des banques centrales, la Réserve fédérale américaine, la BOE et la BOJ, hein. Donc la BCE a lancé le bal des banquiers centraux et cette semaine verra donc ces trois banques centrales s'exprimer. Elles seront attendues de pied ferme avec également les ventes au détail. Donc voilà pour ce point hebdomadaire. Je vous donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente fin de séance de trading. Au revoir.